Donc moi, quand je découvre votre livre, Alger le cri, il y a effectivement pas mal de questions, il y a des doutes aussi, il y a aussi pas mal de... Il y a aussi une réappropriation de votre livre. Enfin, je me le suis assez souvent réapproprié à travers certaines phrases, certains mots, certaines photos aussi, on en parlera. Mais je ne vous connais pas du tout. Enfin, je vous connais de loin, mais maintenant je vous connais un peu de près avec ce livre, mais un petit peu. Et moi d'abord j'aimerais un peu vous connaître, savoir qui vous êtes. Alors j'ai lu comme tout le monde, enfin ceux qui vont l'acheter le liront. Je vois né en 68, donc vous avez plus de 40 ans, 45 ans. 68 c'est important, parce que 20 ans plus tard il y a octobre 88, ça j'en parlerai aussi avec vous, si vous voulez plus tard. Je vois vous vivez, vous travaillez à Alger, ça ne m'étonne pas quand je lis le bouquin, et vous dirigez une entreprise de conseil. Okay. Et c'est votre premier livre. Et dans ce livre, vous parlez beaucoup, vous accentuez beaucoup sur le mot MOT, non pas les mots MAUX. Et j'aurais voulu, comme ça, ne serait-ce que pour commencer cet entretien, connaître un petit peu votre rapport à la littérature. Quand est-ce que la littérature est entrée dans votre vie? C'était comment? C'était à travers une phrase, à travers un livre, à travers une couverture, je ne sais pas. C'était à travers Oui Oui, ouais. De la bibliothèque rose, le jour de ma circoncision. C'était Oui Oui à la plage. Oui Oui à la plage. Et comment ça se passe? Night Blyton. Et comment ça se passe? Vous arrivez comme ça, vous êtes tombé? Non, je pleurais parce que j'avais très mal. Et mon père m'a tendu Oui Oui à la plage pour me calmer. Ce qui veut dire que probablement je devais lire. Bon, en même temps, je suis enfant d'enseignant. Donc de parents qui probablement, enfin oui, certainement, lisaient beaucoup. Donc j'imagine comme tous les parents qui lisent, ils offrent des livres à leurs enfants pour les occuper, les éveiller et autres. Mais voilà, mais c'est vrai que la première rencontre avec un livre dont je me souviens, c'était Oui Oui à la plage, Night Blyton. Et je me rappelle, en pleurant, j'avais dit à mon père, non, je le connais ce livre, je l'ai déjà lu. Non, et il me dit, raconte-moi l'histoire. Il vous dit, raconte. Et donc, comment vous racontez l'histoire? Je lui dis, c'est un garçon qui s'appelle Oui Oui qui va à la plage. Et mon père me dit, pas du tout, il faut que tu le lises. Et j'ai lu. Et donc, il vous calme en vous montrant un livre. Oui. En vous demandant de lire. Oui. Ça a été un passeur important, votre père? Oui, bien sûr. Alors, pas au niveau de lecture, ça a plus été ma mère. Et puis mon frère et ma soeur aussi, qui lisaient beaucoup. Et je me rappelle que j'avais une de mes sœurs qui lisait beaucoup moins que les autres. Alors ça nous faisait beaucoup sourire. Donc on lisait beaucoup, voilà. Et quelle sorte de... qu'est-ce qui vous attirait le plus dans la littérature? C'était quel genre de littérature qui vous attirait? Les romans d'aventure, l'histoire, les romans historiques ou des manuels d'histoire? Qu'est-ce qui vous attirait? J'ai un peu tout lu, moi. Comme j'étais un enfant assez solitaire, comme beaucoup d'enfants solitaires, on lisait beaucoup. Je lisais beaucoup. Et donc je ramassais tout ce qu'il y avait dans la bibliothèque. J'ai même lu des ouvrages de Gorky, et l'acier fut trempé, etc. Enfin, tout, je ramassais tout. Je lisais le dictionnaire, bien sûr, les atlas, les encyclopédies. Alors après, bon, j'ai eu évidemment le parcours bibliothèque rose, bibliothèque verte, puis ensuite il y a eu les Agatha Christie, enfin le parcours obligatoire. Pourquoi obligatoire, Agatha Christie? Parce que j'étais le plus jeune de la famille, et donc je pense qu'on suivait probablement mon ouverture à certains livres dont on considérait probablement que j'étais un peu jeune pour lire. Donc on m'autorisait à lire certains livres. Et puis il y a eu Zola quand même, que j'ai lu très jeune, Rougon-Macquart. Et là ça a été... la série? Toute la série de Rougon-Macquart? Alors j'avais pas lu toute la série, mais j'en avais lu, oui, une bonne quinzaine. Et là j'ai découvert, oui, le naturalisme. Ça m'a frappé et très vite j'ai commencé à faire le parallèle
entre la saga des robots Macquart et son actualité, parce que c'est incroyable comment les caractères, les liens sociaux, les intrigues familiales, les intrigues sociales, toutes les problématiques d'une société n'ont pas évolué en fait. Elles restent toujours les mêmes. Vous me disiez que vous lisiez tout, que ce soit un dictionnaire ou un atlas géographique. Ouais. Alors, on va commencer par l'atlas géographique. Dans un atlas géographique, il y a des pays, ouais. Il y a des cases qui sont coloriées en différentes couleurs. Ouais. Est-ce que c'était quelque chose qui vous impressionnait? Est-ce que vous vous disiez, j'aimerais bien moi-même colorier ces cases, donc aller ailleurs, vers ces pays? Oui, pas colorier, mais oui, bien sûr, ça m'intéressait. Mais en même temps, j'étais pas au point de faire de moi un grand voyageur. Mais bon, ça me permettait de m'évader, bien sûr. Et au niveau du dictionnaire, donc très vite, ce qui vous intéressait, c'était le mot. Alors, plutôt les noms propres. Plutôt les noms propres. Ouais. Plutôt les noms propres. Ça m'intéressait de tourner les pages, de voir aussi les images, parce que il y avait des gros dictionnaires qui étaient un peu illustrés à l'époque. Donc ça permettait un peu de... Moi, je me souviens très bien quand je lisais les dictionnaires aussi, ce qui m'intéressait, c'était pas forcément la définition du mot, mais c'était le synonyme. Parce que ça me renvoyait à d'autres mots. Ouais. Et donc, en fait, j'avais l'impression que l'histoire ne se terminait pas. Elle se prolongeait constamment, continuellement. Un mot donnait un autre mot, donnait un autre mot, donnait un autre mot. Moi, c'était d'ouvrir par hasard le dictionnaire côté nom propre. Voir un peu qui était qui faisait quoi. Et tout ça, c'était la littérature écrite en français ou... Oui. D'ailleurs, moi, c'est une très très grande frustration de pas maîtriser de manière littéraire la langue arabe. C'est quelque chose qui... D'ailleurs, dans Alger le Cri, j'ai un peu travaillé ça, dans le style. C'est-à-dire que j'ai essayé de trouver une circularité dans l'écriture qu'on retrouve dans la langue arabe. L'accumulation de synonymes, par exemple, qui m'a toujours un peu impressionné dans la langue arabe. C'est 10 manières de dire bleu. L'accumulatif comme ça de mots qui veulent dire la même chose n'est pas très orthodoxe en matière de langue française. Et puis cette espèce de répétition sur des mots, jouer avec des mots, les répéter pour donner une sonorité j'allais dire au paragraphe ou au texte, une musicalité. Donc tout ça, et puis également introduire des mots algériens dans une phrase construite, parce que ce qui me fascine, c'est la récupération de la langue française par l'algérien. C'est-à-dire cette aptitude à faire du sujet vers complément, alors qu'on est censé parler un dialecte arabe, à triturer, à casser les phrases, à coller des mots français et des mots arabes, voilà. Et c'est venu très naturellement. Très naturellement, mais il y a un moment comme ça, quand vous parliez de musicalité, moi je pense à un moment, c'est page 60-61, où vous parlez de la faille, vous parlez du fait que vous pleurez sur le portin, vous pleurez votre haine de soi, etc. Et voilà, et ça, pour moi, vous l'avez très bien dit, parce que c'est ce que je retrouve très très souvent, d'ailleurs, en 4e de couverture, on parle de pulsation, et je vous avouerai que, en parcourant ce livre, il y a des moments où il y a une forte pulsation, comme si on en sortait, en tant que lecteur, donc c'est très subjectif, je n'en sors pas indemne de cette pulsation, mais je demande inconsciemment que l'écrivain revienne un peu au récit. Il y a des moments comme ça où vous triturez le mot, vous le disséquez, vous le violentez, vous revenez sur ce mot. Nous, on transpire, comme la ville d'ailleurs, vous dites Alger transpire, et puis soudainement, vous racontez une histoire. Et il y a comme ça un moment très très beau, parce que très simple, c'est où vous parlez de votre père, en fait, du décès de votre père, et de cet homme qui arrive comme ça, que vous ne connaissez pas, il sait que vous ne le connaissez pas, là il ne connaît personne, il leur dit, vous ne me connaissez pas, mais je suis de la famille. Je veux dire, il y a comme ça une forme de cohabitation bizarre entre le récit, entre ces mini-récits, très intimes, très beaux en même temps, et ces pulsations
désordonnées, très très violentes, qui peuvent intriguer, voire même déboussoler. Moi, personnellement, ça m'a complètement perturbé, et même parfois, ça m'a... il y avait des moments où j'avais l'impression de ne plus être avec lui, d'être en dehors de ce livre. Et ça m'a en quelque sorte gêné. Voilà, donc ça c'est un avis un peu négatif sur ce que je ressens, et je trouve ça assez souvent dans ce livre, comme si cette cohabitation était difficile à entretenir. C'est le principe c'est-à-dire qu'il y a une métaphore dans ce livre. Hein. Voilà, je pars d'un point de départ qui est de dire que j'ai pas crié à la naissance. Donc c'est une recherche de parole. Donc on cherche la parole. Alors, je cherche la parole. J'ai le sentiment que la ville dans laquelle je vis cherche une parole. La société dans laquelle je vis cherche une parole, et la région cherche une parole. Et en plus, ce qui est assez troublant, c'est que j'ai commencé à écrire ce texte en avril 2010. Et j'ai terminé la première mouture le 14 janvier 2011. Donc, déclenchement de la révolution tunisienne. Donc, est-ce que cette notion de parole ne traînait pas dans l'air? Donc, effectivement, il y a une espèce d'aller-retour entre des introspections, j'allais dire, où on rentre en soi, on rentre dans son histoire, on rentre dans son passé. Voilà, c'est des choses qui remontent. Et puis, il y a des ruptures, parce que c'est cette recherche de parole. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de continuité chez moi dans cette recherche. Donc voilà, donc je remonte, je redescends, je remonte, d'où le parallèle avec le relief de la ville. Et effectivement, l'idée, c'est de passer de l'un à l'autre. Et donc c'est un parti pris. C'est vrai que le principe, c'est que, et c'est ce que j'ai voulu faire, et c'est pour ça que je cite Duras d'ailleurs au début, c'est qu'il n'y a pas de trame narrative. Je ne raconte pas réellement une histoire. D'ailleurs, je ne sais pas le faire. Mais oui, je suis sur un travail d'introspection. Après, pour ceux qui peuvent creuser un peu plus, il y a beaucoup de références à l'hypnose, donc entrer en soi. Il y a beaucoup de références au soufisme. Dieu est en toi, l'envolée, la circularité. Voilà. Et ça peut pas se faire dans un processus continu. C'est forcément des choses où on rentre et on sort. On rentre et on sort. Voilà, c'est effectivement, je peux comprendre qu'on puisse être un peu déboussolé par ce rythme, mais voilà, c'est un rythme c'est un parti pris. C'est aussi une manière de ressentir ou d'essayer de traduire par l'écrit cette sensation que l'on peut avoir par rapport au lieu où on vit, et notamment par rapport à Alger. C'est-à-dire cette espèce de fusion qui peut exister à un moment avec cette ville où on est un peu sous le charme, et puis cette espèce de rejet brutal où voilà, on ne comprend pas. Donc c'est aussi cet aller-retour qu'on a tous un peu par rapport probablement au lieu où on vit. Est-ce que c'est spécifique à Alger ou pas, j'en sais rien. Mais voilà, et puis c'est la relation amoureuse aussi. La relation amoureuse, elle est fusionnelle. Il y a un moment où on est avec l'être aimé, et puis on est vulnérable, on est fragile, et donc on le lui reproche. Il y a un moment où cette vulnérabilité va faire qu'on va le faire sortir de notre environnement. Donc voilà, c'est des cassures de rythme qui racontent une histoire, et puis après on repart un peu dans cette recherche, en fait, dans cette quête qui est un peu désordonnée, chaotique, troublante. Vous disiez que vous étiez un enfant seul. D'ailleurs, il y a une photo que vous intitulez Enfant seul. Oui. Puis vous avez grandi, vous êtes adulte maintenant. Comment... Adulte seul. Adulte seul. J'osais pas le dire. Donc adulte seul. C'est pas un gros mot, hein. C'est pas un gros mot, mais je cultive. On perd sa naïveté, je pense. C'est pour ça que je trouve qu'il est très important d'écouter les enfants, parce qu'ils n'ont pas cette capacité. Enfin, ils sont pas formatés. Ils disent réellement ce qu'ils pensent.
nous les adultes, on est obligés parfois de prendre un peu sur soi, de faire attention aux mots. Il y a cela. Enfin, moi, je le vois dans ma vie de tous les jours. Mais en lisant le livre, j'avais l'impression que parfois vous aviez peur de ce mot. Vous aviez une certaine crainte de ce mot, donc de l'histoire. Pour éviter les malentendus, je ne vous reproche pas de ne pas raconter d'histoire. J'ai bien compris. Par exemple, les films sans histoire, c'est pas peu. Enfin, il y a une histoire quelle qu'elle soit. Peur de raconter une histoire? Non, je crois que c'était pas. Vous savez, c'est un. Comment dire? Il y a un parti pris au départ. Le parti pris dès le départ n'était pas de raconter une histoire. Le parti pris, c'était de partir d'un fil conducteur. Et de partir d'une interrogation, d'un point d'interrogation qui est de dire, alors pas raconter une histoire, alors je peux reformuler les choses autrement, peut-être qu'on dit la même chose. Il y a un pigeon sur le... Il y a des pigeons. Il y a... il est hors champ le pigeon. Pardon, il est hors champ. Et un hélicoptère. Et ce que je voulais dire, c'est que voilà, l'idée c'était la difficulté à dire. Alors, est-ce que dire, c'est raconter une histoire? Oui, alors dans ce cas-là, je vais même aller au-delà de la peur, c'est une incapacité, une impossibilité. D'ailleurs, je dis, je suis né dans l'impossibilité du crime. Et voilà, et donc c'est cette espèce de travail qui va consister à aller de plus en plus vers moi. Oui, vers l'histoire, ce que j'appelle la faille, le cri, la source. Mais oui, c'est la parole. Donc dans la parole, il y a l'histoire, il y a tout ça. Donc oui, in fine, c'est pas faux ce que vous dites. Oui, bien sûr, j'ai peur. Mais comment cohabiter avec la parole quand on est seul? Alors je crois que c'est Suarez qui a dit la solitude, cette inexorable dualité. Donc quand on est seul, on est au moins deux, soit et soit. Je ne sais plus quel écrivain disait aussi qu'il n'y a pas plus violent comme mot que la solitude. Je suis pas d'accord. C'est pour ça que je voulais... Moi, à l'âge venant, je cultive. Alors, la solitude n'est pas forcément pas l'isolement. La solitude, c'est un état. Et moi, je me cultive. C'est-à-dire que je vire de plus en plus vers la contemplation. Mais la solitude, c'est un dialogue intérieur. Donc, on n'est pas seul. Mais on a besoin de cette solitude. Là, on parle d'Alger, parce que c'est un livre quand même qui s'intitule Alger le cri. Et cette solitude, est-ce qu'elle est importante dans cette ville? De la cultiver, cette solitude? Qu'à un moment, il faut peut-être... Sincèrement, je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à cette question, parce que je pense que... D'ailleurs, c'est ce que je dis à un moment, le personnage de Haut, qui est le seul personnage qui rentre. Et en fait, elle me dit... évidemment, tout ce que je raconte est réel. Donc, après avoir passé son premier séjour, elle me dit, tu as adapté Alger à toi. Et je pense que chacun adapte Alger à lui. Donc je ne suis pas sûr qu'il n'y ait qu'une seule manière de vivre Alger ou de ressentir Alger. C'est la mienne. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'intéresse aussi. C'est cet rapport au lieu. Je me rappelle qu'une fois, le jour où j'ai compris le yin et le yang, ça m'a bouleversé. Quand j'ai compris que Confucius avait défini le yin et le yang par rapport à la géographie de la Chine. Le nord de la Chine qui est yang, parce que c'est la masculinité, c'est l'aridité, c'est la muraille de Chine, c'est les montagnes. Et donc le masculin et le féminin qui est la matrice. Le liquide, c'est le sud de la Chine, les rondeurs et autres. Et moi, je crois beaucoup au lien qui peut exister entre une personne et le lieu qu'il a vu grandir, le relief du lieu. C'est pour ça qu'à un moment, je dis, je suis fait du roc, la montagne d'Alger. J'en suis persuadé. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une espèce de jeu, J-E-U, entre moi et la ville. Je parle des rues pour ne pas parler de moi. Donc la ville m'aide à parler de moi. Ça, vous dites souvent. Oui.
de manière circulaire. Voilà, vous me dites, mais pourquoi je suis obligé de parler de cette ville pour parler de moi? Et il y a des moments où on a envie de vous dire, mais parlez un peu de vous, parce que c'est très important, enfin vous êtes important par rapport à ce livre. J'allais vous dire, il y a une séquence, je parle trop en termes cinématographiques, mais ça on peut y revenir aussi aux termes cinématographiques après, parce que je pense qu'il y a des choses à dire là-dessus. Il y a un moment comme ça dans le livre où vous parlez du tremblement de terre de 1980. Oui, là, et vous, très très vite dans ce paragraphe, vous parlez du tremblement de terre, mais en 2-3 lignes, mais ensuite vous revenez à un autre tremblement de terre qui est le tremblement de terre intérieur. Vous expliquez en et physique. Et surtout physique, effectivement. Et vous expliquez que, voilà, vous citez des mots, il y a le mot violence, sexe, je crois, il y a plein de choses comme ça, on devine ce qui se passe, et moi, très vite, j'ai pensé à 2 termes, qui pour moi sont antinomiques, qui est le plaisir et la jouissance. Alger, c'est quoi? C'est le plaisir ou c'est la jouissance? Moi, j'ai ma la jouissance au sens psychanalytique du terme? Pour moi, jouissance, c'est dangereux. Je pense non, parce qu'au sens, en psychanalyse, la jouissance, c'est quelque chose de très très précis. On fait la distinction entre la jouissance et le plaisir. La jouissance, le plaisir, c'est quelque chose de construit. Ou, comment dire? C'est quelque chose de construit qui se partage avec l'autre. La jouissance, c'est quelque chose où l'autre est objet, en fait. C'est-à-dire que c'est pas un sujet, c'est un objet. Donc je ne sais pas comment vous posez les choses. Par rapport à ça. Je ne saurais pas répondre. Non, en fait, je parlais de séisme, parce que c'est la métaphore de la faille, en fait. C'est de dire, je vis dans une ville qui bouge, voilà, je sens qu'il y a une faille. Je sens qu'il y a c'est cette espèce de rapport morbide qu'on peut avoir à notre environnement, du fait de notre histoire, très récente. Et puis je fais le parallèle entre la morbidité, le tremblement de terre, la mort qui est toujours là, tapis, qui n'en finit pas de venir, c'est toujours la fin de quelque chose en Algérie, même dans la rhétorique des Algérois, et puis finalement tout est là. Donc c'est cette espèce de mort qui n'arrive pas. Sachant que la mort, pour moi, c'est la transformation. Et donc évidemment, comment ne pas parler de séisme, de choses qui bougent, quand on parle d'Alger. On parle de glissement de terrain, on parle de tremblement de terre, on parle de faille, on parle de tsunami, on parle de tout ça. Et donc, à un moment, forcément, dans cette introspection, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une introspection, c'est le parallèle entre la ville et soi. Donc je parle de la faille de la ville, et à un moment, la première manifestation, la première réminiscence, le premier truc qui me remonte par rapport à la faille, c'est mon séisme intérieur. Mais ça, vous l'avez... parce que vous étiez enfant quand vous l'avez ressenti oui. La première fois. Oui. Et je pense, peut-être que je peux me tromper, interrompez-moi d'ailleurs, est-ce que c'est plus tard que vous avez compris le sens? Non, tout de suite. C'est tout de suite. Comment essayer de canaliser ensuite ce sentiment? Parce que ce que je dis à la fin, il y a la métaphore du sable qui recouvre, et l'enfant construit sa forteresse. J'ai l'impression que ce livre a été écrit par l'enfant pour ensuite maintenant passer à autre chose. Ah, il y a un passage, oui. Il y a un passage symbolique. Il y a un passage symbolique d'ailleurs qu'on retrouve dans l'hypnose. Cette métaphore de l'adulte qui va chercher l'enfant dans la clairière, c'est l'introspection. Alors, très bien, parce qu'à un moment, donc vous expliquez dès le début, vous expliquez en quelque sorte pourquoi le cri, et vous dites que vous êtes né dans un silence, je crois que c'est important de le dire, à 20h, la clinique de Saint-Eugène, et vous n'avez pas crié. Et c'est la sage-femme qui a vigoureusement secoué, je cite, mes jambes, le cri a fini par sortir. Et cette sage-femme qui s'appelle Mimi, vous la retrouvez. Oui. Est-ce que pour vous, moi, on interprète comme on peut, comme on veut l'œuvre d'art. Le fait de retrouver cette... je ne voyais pas autrement. Je pensais, pour moi, il était clair qu'à un moment dans ce livre, vous alliez retrouver cette personne. J'ai retrouvé réellement. Et que vous avez retrouvé réellement. Oui, c'était quand j'étais étudiant à l'école polytechnique. Et un jour, mon prof me dit, Monsieur Toupier, vous parlez beaucoup. Et puis je savais que son épouse, en fait, était la fameuse sage-femme.
Et je lui ai dit, mais ça, il faut vous en prendre à votre épouse. Il me dit, comment ça? Je lui ai dit, oui, mais moi, je n'ai pas survécu, je n'ai pas crié. C'est elle qui m'a secoué les jambes, qui m'a sauvé. Donc si maintenant je vous embête dans votre cours, il va falloir discuter avec elle. Et un jour, une semaine après, il m'appelle. Il habitait à l'école polytechnique. Il m'appelle et il me dit, vous pouvez venir une minute? Alors, je le suis, il m'emmène chez lui, il y avait une espèce de jardin avec les logements de fonction. Et donc il me fait rentrer, enfin, je monte, il y a un petit perron, et puis il sonne, et la fameuse Mimi ouvre la porte et lui dit, tu vois, c'est lui. Et là, on peut dire qu'on recolle un peu les morceaux du puzzle. Ou vous n'y avez pas pensé tout de suite? Parce que le fait non, de j'ai mettre pas dans pensé le bouquin, c'est que c'est non, après, soyons honnêtes, il y a toute une partie dans l'écriture qui n'est pas automatique. C'est-à-dire qu'après, vous avez un récit, il faut qu'il tienne la route, il faut un fil conducteur, il y a de la technique aussi derrière tout ça. Oui, donc, mais c'est bien que donc il y a un moment où on construit quelque chose qui doit tenir. Et moi, j'ai essayé de tenir ça autour d'un fil. Ce fil-là pour construire autour quelque chose qui tient. Et le fil, ça a été le cri. C'est ce qui m'a permis de compacter un peu tout ça pour en faire quelque chose qui tient. En fait, vous nous faites visualiser ce qui est la face cachée de l'iceberg, de votre iceberg. Parfois, oui. Oui, certainement. Mais moi, je pense que il y a plusieurs lectures. Il y a une autre lecture, à mon avis, qui est un peu plus, on va dire, un peu plus sociale, disons-le clairement. Parce qu'il y a quand même une phase où je cherche le cri. Et puis à un moment, ce cri, descend dans les easy, la carte postale touristique qui s'effondre, et ce cri c'est-à-dire que c'est plus ma problématique. Hein, c'est un cri qui sort, qui jaillit d'une société. Voilà. Et sur la fin, vous avez vu, ça crie partout en fait. Hein. Donc je fais référence aux émeutes qui ont eu lieu en décembre en Algérie, pour les histoires d'huile de sucre, etc. Ce télescopage où j'ai ces amis qui viennent de Tunis et qui pour la première fois, ils voient leur société bouger, frémir sous leurs yeux, crier, avec l'immolation de Bouazizi. Et donc voilà, dans cette quête, il y a un moment où on change de territoire, enfin le territoire s'étend, le cri s'étend. La problématique, c'est plus moi. D'ailleurs, quand vous commencez à insérer dans votre livre un autre personnage, un personnage physique que vous nommez, qui s'appelle O, qui est une amie tunisienne, j'ai l'impression qu'à ce moment-là, je ne m'y attendais pas. Je ne m'attendais pas à ça. Je pensais que le livre tournait toujours autour de vous et d'Alger. Ou alors c'est Alger qui est autour de vous, je ne sais pas. Mais il faudra m'envoyer un SMS. Voilà, c'est ça exactement. Il y a une histoire de SMS. Et c'est ça, est-ce que est-ce que pour vous il était important qu'il y ait une autre personne, comme vous l'avez dit, pour pouvoir étendre ce territoire secret? Ça a été évident pour moi, à un moment de parler de vous. J'ai un peu écrit ça comme un journal aussi. Moi, je pense sincèrement que ce qui a déclenché l'écriture de ce livre, c'est une sensation. Je me rappelle qu'en 87, ou en 88, début 88, vous aviez 19 ans. on m'a emmené dans un stade, je suis tombé dans les pommes. Parce que j'ai trouvé qu'il y avait une violence inouïe. Il y a eu octobre 88. J'ai commencé à écrire en avril 2010, et je ne sais pas si vous vous rappelez de cet épisode que j'ai écrit en août 2010 sur Tunis, où je dis que je me promène au son des trompettes de Belmemo, qui deviennent quand même les trompettes de Jéricho. C'était en août 2010. Donc c'était pas rétrospectif. Ça veut dire que je sentais les trompettes de Jéricho dans l'air. C'est incroyable d'être toujours attrapé par cette vie. D'ailleurs, vous
vous êtes rattrapé par Alger, vous êtes à Tunis et vous êtes constamment rattrapé par Alger. Ne serait-ce que quand vous êtes dans cette voiture, si je ne me trompe pas, et vous entendez du Hassani, je crois. Oui. Oui, c'est pour ça que j'appelle ça Stockholm. Non, c'est pas. Enfin, oui, ça peut l'être, mais je pense que c'est la problématique de la place, en fait. C'est-à-dire que, voilà, je pense que chacun est à sa place à un moment. Et être à sa place, ça ne veut pas dire être en fusion totale avec le lieu dans lequel on est. Mais on n'est pas là où on est par hasard. EST. Voilà, donc c'est pour ça qu'à un moment je dis je suis à ma place comme un poisson hors de l'eau, où je me promène dans Babylone et je dis je suis simplement à ma place. Et sachant qu'en plus, bon, dans mon parcours, il n'y avait pas cette problématique chez moi. Moi, je me suis raisonné planète. Et il y a un truc important, il y a un aspect important aussi. Vous marchez beaucoup. D'ailleurs, vous dites, vous achetez des remises et vous marchez beaucoup. Et ça, je trouve ça intéressant, le fait de marcher, d'aller quelque part. Et dans une forme de circularité. Je tourne. Mais ça, vous n'en êtes pas conscient. Non, je ne suis pas conscient. Que vous êtes en train de faire ça, c'est pas... Non, je ne suis pas conscient, j'en suis conscient rétrospectivement. Et en plus, la seule chanson qui me vient, c'est le Morenzé, qui parle de la cage. Alors, on parlait de marche, on parlait de la démarche, le fait que tu marche, démarche, voilà, intéressant. Que tu arpentes démarche littéraire ou filmique peut-être, je sais pas. Il y a une anecdote comme ça où c'est un critique de cinéma qui se retrouve dans une ville d'Espagne. Il a pris le train arrive en gare, il descend du train et puis il marche, sans savoir où est-ce qu'il va. Il marche. Ouais. Et à un moment, il s'aperçoit qu'il est revenu à la gare. C'est ça, voilà, tu me parlais de circularité. Il en ressort comment, une fois qu'il retourne au point initial? Alors il ne le dit pas, enfin il arrive, ce qu'il dit c'est qu'il y a un moment, j'ai voulu aller ailleurs, je ne me suis pas posé de questions, si j'avais envie de tourner à droite, je tournais à droite, je me fichais éperdument de me perdre, ça ne me dérange pas. Et il revient au point initial. Il revient au point initial. Mais ça c'est notre histoire à tous, non? Je sais pas. C'est la spirale Sophie. Tu reviens au point initial, mais chacun de tes cercles te grandit. Voilà, tu reviens changer quand même. Mais évidemment, c'est le voyage intérieur. Et tu me parlais de cage. Oui, parce que, comme toi, tu as décroché du livre. Par moment. Il y a un moment où tu te révoltes contre cette circularité. Bien sûr, tu te révoltes. C'est révoltant. Comme si je t'en voulais, en quelque sorte. Enfin, comme si je vous en voulais. Alors, je te tutoie parce qu'il y a un moment, c'est bien l'expression tourner en rond. La vraie question, c'est est-ce qu'on tourne réellement en rond? Je pense pas. Voilà, les affres, le rejet, la révolte contre sa situation actuelle fait partie de l'évolution de soi. Avant l'entretien, tu me parlais de la structure du livre. Et pardon, je ne suis pas d'accord avec le fait de dire que c'est quelque chose qui est réservé à des gens qui ont les moyens de le faire ou qui ont les moyens intellectuels de le faire, etc. C'est faux. Cette circularité, elle est chez chacun. Elle est chez le gars qui est assis, figé sur le pas de la porte. Je veux dire, il s'envole, il fait le tour, il se révolte, voilà. Mais il a son voyage intérieur, qui est aussi fascinant, aussi intéressant que celui de son voisin. Et est-ce qu'il y a eu des moments de doute quand tu retranscrivais tout cela, ce voyage intérieur dans ton livre, sur au niveau de la structure? Est-ce qu'il y a eu des moments de doute? Oui, bien sûr, il y a eu un gros travail. J'ai beaucoup travaillé, beaucoup. Et les éditeurs d'ailleurs m'ont aidé à ça. Mais bien sûr, oui, tout à fait. C'est-à-dire que j'ai eu la prétention de vouloir peser chaque mot, chaque virgule, chaque point. Et puis c'est l'intérêt de l'écriture. L'écriture, c'est pas quelque chose qu'on vomit. Je pense que c'est un stade. Et puis après, il y a cette envie de construire quelque chose de cohérent, qui se tient. Une vraie phrase. Le mot. Le bon rythme. La ponctuation aussi.
c'est fondamental la ponctuation. Oui, les dilemmes sur les virgules et les points, j'ai dû refaire ça une bonne quarantaine de fois. C'est un peu comme le chablis. Oui. La pudeur. Pour moi, le chablis, alors je parle beaucoup du rail, du chablis et de la musique kabyle. Parce que pour moi, c'est l'âme algérienne. La musique, c'est l'âme d'un pays. Et c'est l'âme des personnes qui la composent. Mais je trouve qu'il y a un triangle incroyable dans ces trois musiques. C'est-à-dire qu'il y a... Le rail, c'est la clé béante. Moi, ça me déchire, ça me bouleverse quand j'entends du rail. Voilà, je deviens une plaie béante. Je deviens une blessure, j'ai du sang qui coule, je suis complètement dans l'émotion, le bouleversement, le lâcher-prise total. Le chablis, c'est la pudeur. Je parle du sanglot, le petit sanglot, juste le petit sanglot. C'est cette espèce de minimalisme qu'il y a dans la voix. Et les paroles sont terribles. C'est-à-dire que quand tu écoutes le Mkhnenzin, c'est terrible. Cette tine, ce cri de l'oiseau qui dit « personne ne m'entend, je suis dans ma cage, dorée en plus. Voilà, moi qui suis si beau, mon univers se cantonne à un petit carré avec des barreaux. » Et quand on entend Lara ou Zahri le chanter, il y a cette voix qui est un peu monocorde, comme ça, et puis subitement, tu entends le petit sanglot. Voilà, c'est l'élégance et la pudeur. Et puis tu as la musique kabyle, c'est la rage, c'est je casse, etc. Alors, il y a d'autres musiques auxquelles je suis moins sensible. Staifi, par exemple. Oui, alors je connais pas bien, mais je suis sûr qu'il y a des choses merveilleuses là-dedans. Non, mais c'est libéré, je te dis ça, parce qu'à un moment, tu es avec O. Ah oui, je passe du rail au Staifi. Oui, là, ça a été tu violent. t'en vas énervé. D'ailleurs, le lendemain, tu n'as même pas envie de lui répondre. Non. Pourquoi tu étais aussi nerveux et tu ne réponds pas. Si, enfin, je réponds pas à elle. Tu lui réponds pas. Mais je dis comment je vais lui expliquer l'arrêt du cri. Tu me parlais aussi de Kiarostami. Oui. Et donc, on peut parler aussi de cinéma par rapport à tout cela. Est-ce que, quand tu vas au cinéma, tu es dans l'idée de vouloir à tout prix que le cinéaste te tente des perches, des pistes pour que tu puisses te perdre? Ah oui. Oui, alors, moi j'ai deux manières de consommer le cinéma. Hein. Excuse-moi du terme, excusez-moi du terme, mais bon, soit c'est vraiment quelque chose que je regarde pour m'évader sans réfléchir et autres, et là je vais plutôt aller vers de la SF, par exemple, de la science-fiction, j'adore ça. Ou alors, oui, j'aime Kiarostami, j'aime Woody Allen, j'aime Cassavetes, j'aime des gens plus récemment, j'aime des gens comme Ozon. Qu'est-ce qui te... Une parenthèse. J'aime Péglia. Par rapport à Ozon, qu'est-ce qui t'impressionne? C'est le langage. C'est le langage et puis la subtilité de certaines choses chez Ozon. Et puis alors pour moi le film, c'est beaucoup l'atmosphère. Je suis très sensible à l'atmosphère d'un film. Parce que c'est très changeant chez Ozon. Je pense par exemple à ses premiers films. Je pense aux Amants criminels par exemple. Ouais. Où les deux héros, amants de la nuit comme ça, se retrouvent embarqués, surtout dans une forêt, ils sont dans une barque, ils vont je ne sais où, on a l'impression d'être dans la nuit du chasseur, et on ne sait pas où est-ce qu'ils vont. Un film que j'adore. Mais ça ne m'étonne pas. La nuit du chasseur, oui, c'est... Voilà, écoute, je trouve que chaque cinéaste dégage quelque chose. Et ça me donne envie de le revoir. Ça me donne envie de le revoir. Il y a un truc qui se... Voilà, je suis très dans le ressenti de ce qui peut se dégager d'un film. Plus que dans l'histoire, des fois on me dit « Ah, l'histoire est extraordinaire ». Oui. Voilà. Et puis comment dire, j'aime les films qui suggèrent. Les films Chabi, quoi. Oui, on peut donc les films de Péglia et de Kiarostami sont des films Chabi. Oui, j'aime cette
Moi, je suis partisan d'enlever. Tu parlais de filles ténues, de fragilité. Oui. Est-ce que la question de l'intime, de toi, de ton intimité, excuse-moi, comment canaliser cela? Parce qu'il y a un moment, dans la subjectivité, on a tendance parfois à sombrer pas dans le pathos, mais dans quelque chose qui ne pourrait pas être universel. Et j'imagine peut-être que dans tes premiers jets que tu as fait de ce livre, peut-être il y a eu des moments où tu allais peut-être un peu trop loin, ou... Non, jamais. Alors, de ce point de vue-là, j'ai jamais retravaillé. Non. J'ai dit ce que j'avais envie de dire. Donc à aucun moment... Et c'est pour ça que lorsque l'éditeur m'a dit mais tu serais prêt à mettre des photos de famille, ça a été évident pour moi. Je dis oui, bien sûr. Évidemment. Ça m'a pas du tout posé un problème quelconque. Non, j'ai dit ce que j'avais à dire. Voilà. Donc je n'avais pas envie d'en dire plus. Le but, c'était pas de... Comment dire? L'intime n'est pas le déballage. Ça n'a rien à voir. L'intime, c'est quelque chose de profond. C'est quelque chose de... Je veux dire, soit on découvre son intimité, on ne la connaît pas. C'est parfois quelqu'un d'autre qui nous l'a fait découvrir, mais on la connaît pas, son intimité. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il y a des moments comme ça dans ce livre où on a cette impression que c'est un sentiment, c'est très personnel, c'est très subjectif, c'est de lecteur, mais il y a des moments comme ça dans ce livre où il y a effectivement une parenthèse sur l'intime, et en tant que voyeuriste, on se dit tiens, pourquoi ne pas aller encore plus loin? Et puis, très vite, on se dit mais le plus loin en quelque sorte, c'est à nous de nous l'imaginer, de le créer. Oui. En tout cas, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire, sincèrement. Je ne me suis pas... J'ai pas eu de... Si j'ai raboté un peu dans certains points, c'était vraiment pour des raisons stylistiques, tout simplement, pour des raisons de rythme, de paragraphe et autres. Mais... non, à tel point que je connais pratiquement son texte mot par mot. Et le temps de la maturation et le temps de l'écriture, comment il est très long. Il est très long, très long. Il y a eu de grosses, de grosses pauses entre mes réécritures successives. Et après, c'est une plongée. Et puis tu ressors. Voilà. Alors, il y a aussi un acteur important, c'est l'éditeur. Et puis, ce que j'appelle le petit cercle de lecteurs qui partagent l'aventure avec toi, de cette écriture. Voilà, donc du coup, oui, il m'a fallu parfois des pauses de plusieurs mois pour digérer. Il y avait des moments où tu avais envie de le revoir. Oui, bien sûr. Ah oui, je l'ai détesté. Bien sûr. Oui, je suis passé par la détestation, la culpabilité, l'envie d'arrêter. Voilà, et bizarrement, plus les choses se concrétisaient, et plus j'arrivais au bout, plus je me disais, après tout, même si tu arrêtes, on s'en fout. Voilà, à un moment, il y a tout un truc sur Rien de grave que j'ai écrit avant, mais le Rien de grave, je l'ai ressenti bien après, en fait. En disant, mais c'est pas important, en fait. J'avais l'impression de jouer ma vie à un moment sur ce livre, et après je me suis dit, bon, on s'en tape. Enfin, je veux dire, voilà, tu l'aurais pas terminé, alors, il est où le problème? Dans le livre, il y a quelques dates comme ça importantes. Il y a un moment, il y a une date. Alors, tu parles, je crois, si je ne me trompe pas, tu parles rapidement de octobre 88, du 5 octobre 88. Je ne te reproche pas de ne pas avoir fait une tonne là-dessus, mais c'est vrai que quand je vois la date à laquelle tu es né, donc 68, 88, tu avais 20 ans. Voilà. Et moi, je n'avais que 12, donc ça m'intéresse de savoir un peu les artistes qui ont vécu cette période-là, comment ensuite ils se réattendent. J'étais parti, j'étais polytechnicien.
Donc je plaisante. Ok. Oui, ça m'intéresse de savoir comment les artistes, enfin, ceux qui écrivent des livres, qui font des films et tout, comment ils se réapproprient différentes strates historiques. C'était pas l'objet du livre, tout simplement. C'est-à-dire que moi j'ai parlé d'octobre 88 parce qu'encore une fois, je marche dans la ville, j'arrive place du gouvernement, décembre 2007, la bombe, les éclats de verre par terre. Et c'est ça qui m'emmène rue Didouche, octobre 88, où j'ai cette même sensation d'éclat de verre par terre. C'est-à-dire que j'ai marché sur les éclats de verre de la place du palais du gouvernement, et cette sensation de marcher sur du verre avec cette destruction m'a ramené rue Didouche en 88. Donc c'était ça le cheminement. Donc le but n'était pas de discuter d'octobre 88. Maintenant, je peux te dire comment je l'ai vécu. Alors déjà, on a basculé. C'est-à-dire qu'au-delà du basculement du pays, on a basculé. C'est-à-dire qu'on était dans une espèce de coton, en tout cas moi, où, voilà, histoire de résumer les choses. Dit autrement, on est né avec quelque chose de complètement lénifiant. Enfin, je suis né avec la sensation que ça ne tournait pas, voilà. Mais il n'y avait pas de problématique sociale. Et puis il y a eu des rumeurs de grève. Mais ça ne voulait pas dire grand-chose, en fait, pour quelqu'un qui avait 20 ans, qui est né en 68, qui a grandi dans l'Algérie des années 70, une grève. C'était très théorique. Si, on avait des grèves d'étudiants. Une grève générale, c'était... Voilà. Et puis il y a eu cette déflagration d'octobre 88. Et on est passé à autre chose. On s'est réveillé. On s'est rendu compte qu'on vivait dans une société qui avait un système politique, qu'on pouvait être maître et acteur de son destin. Voilà. Mais ça a été une déflagration, vraiment. Voilà comment je l'ai vécu. Et après, il y a eu toute cette phase 89, 88, 89, 90, où moi j'étais à la radio en plus, très jeune, où voilà, il y avait cette espèce de vent de liberté qui soufflait, comme ce qu'on peut voir, ce qu'on a pu voir dans certains pays, tout en étant très différent. Mais voilà. Tu me parlais de la radio, de l'organisation de la radio. Est-ce que, en plus de l'écrit, en plus du mot, même si peut-être ça se rejoint avec la radio, est-ce que ce média-là que tu as connu, pour lequel tu as travaillé, est-ce que tu as pu aller aussi loin comme tu l'as fait avec ton livre? Non, pas du tout. D'abord, j'ai fait de la radio entre 87 et 90, j'étais très jeune. Donc vraiment, pour moi, j'avais rien à dire, quoi. Je faisais les choses parce que j'avais des facilités à le faire, tout simplement. Donc voilà, j'étais doué, tout simplement, je passais bien à l'antenne. Et ensuite, mais ça n'a jamais été, comment dire, ça n'a jamais été la passion de ma vie, hein, les médias. C'est pas quelque chose qui me passionne plus que ça. Et ensuite, quand je suis rentré, en 2004, en 2005, on m'a proposé de revenir. Et là, j'avais une petite revanche à prendre quand même, parce que ça m'avait toujours un peu frustré de faire de la radio en n'ayant pas grand-chose à dire. Et c'est là que j'ai fait cette émission. D'une certaine manière, j'ai raconté Alger aussi, d'une manière beaucoup plus anecdotique. Et l'idée, c'était aussi d'utiliser le jeu à la radio, à travers le blog. À l'époque, on ne savait pas ce que c'était qu'un blog. Donc c'était le principe numéro 1 du blog, qui était de raconter sa vie. Donc j'ai fait mon blog radiophonique. Voilà. Et puis ça s'est fait jusqu'à un certain moment. Puis un jour, on a considéré que je disais des choses pas bien à la radio. Tout simplement parce que je disais je, probablement. Enfin, je racontais. Je pense que c'est ça. Je pense que le raisonnement est beaucoup plus, comment dire, passe beaucoup plus que le jeu. Donc si on avait peur des sentiments le descriptif.
les faits. L'analyse, ça passe encore. Mais les faits. Enfin bref, et en plus, franchement, ça n'a rien de subversif. J'ai trouvé même que c'était décidément le pigeon aujourd'hui. Ça n'avait rien de subversif. Voilà. Et donc ils ont jugé que ça devait s'arrêter. Et puis d'une certaine manière, franchement, je ne me suis pas battu parce que c'était, je faisais ça en plus. J'avais ma vie professionnelle qui m'intéressait beaucoup plus. Je suis pas. Voilà, ma vie ne peut pas se résumer à la radio ou à l'écriture. Enfin, l'écriture peut-être. Mais non. Voilà. Donc, jamais eu un réel investissement de ma part. J'ai l'impression qu'il est difficile dans cette société d'être un jeu entre parenthèses. On revient à la parole et au cri. On revient à la parole et au cri. Oui. Tout l'enjeu est là. Et d'ailleurs, c'est pas qu'une problématique algérienne, pour moi, c'est une problématique régionale. Moi, je considère que le printemps arabe, c'est pas politique du tout. C'est un frémissement social et culturel qui est dû à la mondialisation, à cette transformation du jeu dans ces sociétés-là. Et donc, tout le reste n'est que de l'épiphénomène. Parce que le jeu s'exprime par X prismes différents, suivant le parcours que l'on a, mais on est dans l'affirmation du jeu. Et comme un enfant, on dit d'abord non pour apprendre à dire je. Est-ce qu'au sein de ton pays, de ta ville, qui est Alger, est-ce que tu te sens parfois comme un apatride? Bien sûr. C'est très agréable comme sensation. Des fois c'est très douloureux, puis des fois c'est très agréable. Bien sûr, je pense qu'on se sent tous apatrides de son monde, c'est normal. C'est normal. On se sent apatride de son couple, parfois, on se sent apatride de ses habits, de son boulot. Oui, cette distanciation, elle existe, c'est le sentiment de rejet ou de ne pas être à sa place. Voilà, je pense que c'est ça aussi qui va faire que tu vas faire évoluer tes ressentis. En tout cas, moi, j'ai appris à accepter ça. Je suis plus dans cette espèce de recherche d'absolu. Voilà, l'absolu, ça n'existe pas. C'est un fantasme infantile. Tu parlais de film Chabi, est-ce qu'on peut dire que c'est ton livre Chabi, c'est un livre Chabi ce que tu as fait? J'adorerais qu'on dise ça de moi, mais je n'oserais pas. Dernière question. On m'a dit à quelques reprises que c'était un livre pudique. Pour moi, ça veut un peu dire la même chose. Moi, j'ai envie de dire légèrement pudique parfois. Trop légèrement pudique pour toi? Pas trop. Non, trop, ce serait. Enfin, s'il y a trop, il y a plus légèrement. Enfin, on retire le mot légèrement. Moi, j'aime bien la pudeur. Enfin, c'est pas que j'aime bien la pudeur. Au contraire, j'adore lire, j'adore voir ou lire un écrivain ou un cinéaste ou n'importe quel artiste qui utilise son art, son littérature en l'occurrence par exemple, pour non pas déballer, mais pour parler de son intimité. Alors, il y a deux auteurs qui moi, m'ont complètement fasciné, vraiment forgé. Ces deux auteurs japonais, d'ailleurs, qui sont à la ligne, c'est Mishima. Je me suis même rasé les cheveux pour Mishima. Et alors, ce Mishima qui a cette écriture d'une violence inouïe, tout est dans la pudeur, la subtilité asiatique. Et c'est une force incroyable. Et qui s'est suicidé en public, qui a fait un seppuku, quoi. C'est incroyable avec cette écriture tellement pudique. Et puis d'une violence inouïe. Et puis, il y a sa petite descendante qui s'appelle Yoko Ogawa, qui est dans cette lignée-là. Voilà, moi, c'est des écritures qui me bouleversent. Parce que justement, c'est tenu. C'est charmant. Il y a beaucoup d'écrivains algériens qui parlent énormément actuellement de la ville d'Alger.
Et j'aurais voulu, parce que tu en as parlé de littérature, de pas mal d'auteurs, mais je ne crois pas qu'on ait parlé d'auteurs algériens. Et est-ce que c'est une littérature qui te sensibilise? Est-ce que tu te retrouves dans cette littérature? Non. Il y a une personne, alors je ne connais pas bien aussi que je dis non, mais je ne connais pas bien, sincèrement. Par contre, il y a quelqu'un que je suis, c'est Chanter Amal. Parce que je trouve justement je trouve son regard extrêmement intéressant. Je trouve qu'il a fait 2 livres que je trouve merveilleux. C'est Le Faiseur de Trous. Je trouve ce livre incroyable. C'est-à-dire que ce garçon peut être d'une gravité incroyable. Avec cet humour décapant, un peu comme ça, il peut faire preuve d'une gravité incroyable. Et d'une profondeur incroyable. Et puis il y a Après-demain, dont je ne comprends pas qu'on n'aurait pas encore fait un film. Et pour moi, du coup, est un scénario de film. Ton livre peut être aussi un scénario de film. On peut prendre quelques phrases et en faire son propre film. Il y a des moments dans ce livre où il y a des images, surtout la terrasse. On peut faire pas mal de choses sur cette terrasse. C'est intéressant ce que tu dis. J'ai jamais vu ça comme ça. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que ce personnage qui s'appelle O, elle assiste à cette révolution du jasmin entre parenthèses, en quelque sorte, de cette terrasse. Et de cette terrasse, oui. Absolument. Oui. C'est le télescopage des 2 lieux dont je parle. Et tout ça, c'est fait chronologiquement, c'est-à-dire que c'est pas un parti pris, c'est pas une histoire que j'ai montée. Ça s'est chronologiquement passé comme ça. Est-ce que tu as envie de retrouver l'écriture? Oui. Oui, bon, ça c'est clair que c'est une histoire qui commence. Enfin, qui ne s'est jamais arrêtée en fait, hein. Ça fait longtemps que j'écris. Voilà, oui, bien sûr. Oui. C'est évident pour moi. Et je pense que le second n'aura rien à voir avec le premier. Merci. مجروح بالمواسة ودموعك غنخدي نسالو ريشك طار من القفاصياطي ويا ما تربي عليك طوال ريشك طار من القفاصياطي يا من ربي عليك طوال طويل الدين ورد الحين يحمر الخنزر حلو عيني المدة وسنين وتفصل عليه طلق الشوق لا من العرف غنيت تفكر ليا اللي كنت فيهم حار غنيت تفكر ليا اللي كنت فيهم حار ورثت الهوى طاير متعرش بالشجر منين راد ربي الحنين كنت من ذوق الجنحين منين راد ربي الحنين كنت من ذوق الجنحين سابقة ومكتوبة في الجبين يا المدنين يا المدنين الزين يا حمر الخطير هذه مدة وسنين تفصح زين ما تزوف عليها من العرب